ça fonctionne, ça fonctionne donc. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que Drive to Survive c'est vraiment un documentaire ou c'est juste du marketing de la Formule 1? Allez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Déjà, Drive to Survive c'est quoi? Drive to Survive se présente en tant que documentaire du quotidien des pilotes et des mécaniciens et des écuries lors d'une saison de Formule 1. La première saison aura été présentée en 2019, qui aura représenté la saison de 2018. Une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ils ont sorti cette série ou ce documentaire ou cette série documentaire qu'en 2019 pour la saison 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que la F1 et plus précisément la FOM ou la Formula One Management aura été rachetée par Liberty Media. Et Liberty Media, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un gros groupe de médias et c'est un gros groupe américain de médias de masse. Et on fait quoi lorsque l'on a un gros groupe de médias et plus précisément de films et de séries? Qu'est-ce qu'on fait si on veut gagner de l'argent? Des séries. Et là, en plus particulièrement, Drive to Survive, qui se joue dans les coulisses de la Formule 1. Bon, depuis tout à l'heure, je vous ai placé le contexte, mais je vous ai pas encore précisé ce que c'est comme série Drive to Survive. Drive to Survive, c'est une série Netflix qui se joue dans les coulisses de la Formule 1 et dans les paddocks de la Formule 1. Et on va suivre au cours de la série, saison par saison, une écurie tout au long de la saison de la Formule 1, de la préparation, des coulisses, des contrats et tout ça. Bon, je pense qu'ils ne nous montrent pas tout et qu'ils veulent juste nous montrer les bons côtés des choses et les bons dramas des écuries. Mais on a quand même une certaine coulisse de la Formule 1 qu'on pourrait pas voir si on n'avait pas eu cette série. Mais pour moi, une série comme ça, ça a plusieurs points positifs, mais avec chaque point positif, il y a aussi plusieurs points négatifs que j'aimerais voir avec vous. Et si vous avez d'autres points positifs et négatifs, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, dans les espaces commentaires. C'est fait là pour ça. Pour moi, bon, il y a peut-être moins de points positifs que de points négatifs, mais ça peut apporter de nouveaux fans qui vont regarder l'un des plus beaux sports au monde. En tant que point positif, ceci peut apporter de nouveaux fans qui peuvent s'intéresser au gros bac à sable de laboratoire de la technologie automobile. Et ceci peut apporter aussi de nouveaux sponsors, vu qu'il y a de plus en plus de spectateurs. Et ceci permet d'avoir plus de moyens. Bon, il faut faire attention au cap budgétaire où cette année ils peuvent que dépenser 145 millions de dollars maximum, hormis les pilotes et les chefs d'écurie, par rapport aux 300-400 millions de dépenses annuelles de chez Mercedes ou chez Ferrari. Ah, ça doit faire mal. Mais bon, à part ça, ça peut, je pense, apporter de nouveaux sponsors et donc donner plus les moyens et surtout pour les toutes petites écuries qui ont du mal à survivre parce que ce sport coûte extrêmement cher. Et le dernier point positif que j'aimerais apporter avant de passer au point négatif, c'est que ça montre les coulisses que l'on ne pourrait potentiellement pas voir de la Formule 1 parce que depuis ces dernières années, elle s'est de plus en plus renfermée sur elle-même. Surtout que les paddock pass, donc les billets d'entrée pour rentrer dans le paddock, coûtent extrêmement cher. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer là-dedans. Donc juste de découvrir toutes ces coulisses-là, et en plus toute la bataille politique qu'il y a derrière pour ou avoir un pilote ou pour déstabiliser l'autre écurie. Moi je savais pas, en commençant à regarder la Formule 1, je savais pas qu'il y avait toutes ces petites guerres là
avant d'entrer en piste, je pensais que c'était surtout en piste. Surtout, je vais juste prendre l'exemple avec le système DAS qui permet de changer l'angle des pneus avant qu'a apporté Mercedes pour pouvoir garder au chaud dans les lignes droites ses pneus avant. Et Red Bull les a attaqués auprès de la FIA, ce qui équivaut à la FIFA au foot, donc le plus haut grade de ceux qui font le règlement et tout ça. Donc, merde, je me suis perdu dans mes idées, mais bon. Red Bull s'est plaint à la FIA juste pour déstabiliser Mercedes pour qu'ils puissent les rattraper. Mais bon, en 2020, le système DAS a été accepté, mais qui a été à nouveau banni en 2021, ce que je trouve dommage, parce que c'est quand même une certaine innovation que nous, en tant que spectateurs, on ne voit peut-être pas, mais qui, je veux dire, juste parce que tu as une innovation superbe, allez, ciao. Mais après tous ces points positifs et jolis, passons maintenant aux points négatifs. Un des gros problèmes que je vois à cette série, c'est le fait de dramatiser tout ou quasiment tout, toute petite action, juste le fait d'aller embêter le team principal de l'autre écurie, directement dramatisé. Et ça peut aussi décevoir les nouveaux fans de la Formule 1 parce que la série Netflix est tellement dramatisée ou donne tellement d'émotions qu'en piste, parfois, il se passe juste rien. Je vais juste prendre l'exemple du circuit d'Abu Dhabi où il se passe quasiment rien ou strictement rien, peut-être juste 2, 3 ou maximum 10 dépassements en piste, mais sinon il n'y a rien. Et j'ai juste peur qu'après les personnes restent juste sur Netflix de regarder juste la série Drive to Survive et non pas le sport de la Formule 1, juste la série de la Formule 1 sur Netflix. Et surtout le fait de vouloir tout dramatiser, ça laisse surtout penser que c'est juste un coup de pub de la Formula One Management, qui est juste plus de personnes qui regardent la Formule 1 juste pour avoir un petit peu plus de pub et de visibilité. Bon, d'un côté ça se comprend, mais tout le monde connaît la Formule 1. Peut-être pas tous les bons côtés de la Formule 1, mais bon. Et même si c'est un documentaire, même s'ils se veulent en tant que documentaire, et vu que c'est Liberty Media, donc le propriétaire de la Formula One Management, qui ont lancé l'idée, qui, bon, d'un côté, c'est bien pour faire découvrir de ce sport, mais de l'autre côté, ça me fait penser, pas à une dictature, mais est-ce que c'est vraiment une source fiable, vu que c'est pas une tierce personne qui fait un documentaire, mais directement la Formule 1 ou les organisateurs de la Formule 1 en eux-mêmes. Donc, pour un point de neutralité, ça c'est surtout un très gros point négatif, je pense, de si l'on veut faire un vrai documentaire Netflix sur la Formule 1 et comment ils ont monté cette série, je veux dire ce documentaire, pardon. Ça me fait penser à comme si c'était scripté dans une série quelconque et que tout est écrit à l'avance et que tout est une mise en scène. Ça me fait plus penser à ça, je pense, que le fait que être transparent. C'est vrai que ce sport s'ouvre de plus en plus. Ça me fait penser que à l'époque où il n'y avait pas encore la télé pour diffuser la Formule 1, c'était vraiment un cercle très très fermé. Juste avec les pilotes et les mécaniciens et la famille des pilotes et ceux qui regardent la Formule 1 sur la piste en tant que spectateurs sur les tribunes. Mais sinon, on sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que Netflix et Liberty Media derrière ouvrent la porte pour de nouveaux fans. Mais il faut faire attention avec cette série et à prendre avec des pincettes. Parce que c'est quand même le propriétaire de la Formule 1 qui a quand même organisé tout ça. Donc ils veulent quand même avoir plus de sous juste en nous attirant un petit peu plus. Mais pour vous donner un exemple que la Formula One Management pense beaucoup aux sous, c'est par rapport au Grand Prix de Malaisie qui était quand même un scandale relativement
gros et récent pour la Formule 1, mais la Formula One Management a réclamé au circuit à peu près 70 millions de dollars américains pour pouvoir participer au Grand Prix de Malaisie, et ça se répercute sur les prix d'entrée pour aller voir ce beau sport. Et en Malaisie et surtout en Asie en plus général, c'est pas la population la plus favorable ou la plus ciblée pour ce genre de prix. Surtout si l'on paye son billet à 300 ou 400 euros. Aïe, ça fait cher le billet. Surtout si l'on sait qu'ils veulent s'expandre en Asie, parce qu'il y a peut-être plus de monde aussi qui peuvent potentiellement regarder. Mais vu que l'Europe est le berceau du sport automobile et qu'on a un petit peu plus les moyens, mais c'est normal que les circuits sont plus remplis. Pour vous donner un exemple, pour le Grand Prix de Malaisie, ils arrivaient à atteindre à peu près 40 000 personnes, ce qui est déjà assez énorme si l'on regarde juste ce chiffre-là. Mais pour remplir un stade d'à peu près 100 000 personnes, ça fait pas beaucoup, ça fait que 40%. Et c'est là que je pense que la Formule 1 doit s'adapter au prix de la compétition et de l'événement s'ils veulent atteindre plus de personnes et plus de monde. Et donc, conclusion, je pense que ça peut être une bonne série pour si l'on veut se débuter à la Formule 1. Mais au niveau du sport automobile, il n'y a pas que la Formule 1, il y a aussi la Formule 2 et la Formule 3 qui ont leur chance d'avoir plus de spectateurs aussi. Et il y a aussi la DTM et en Allemagne les GT Master et tout ça. Donc il n'y a pas que la Formule 1 à découvrir. Et c'est un sport plus varié que ce que l'on pense, plus que de tourner en rond sur un circuit. C'est plus que moi, lorsque je parle avec des potes de la Formule 1, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais ils tournent qu'en rond. Alors que c'est plus que ça, il y a de la stratégie avec l'overcut, l'undercut. Je peux vous expliquer tout ça dans une autre vidéo, mais il y a toute une stratégie derrière, et pas que tourner en rond. Il y a toute une équipe derrière, ce que l'on ne pourrait pas penser au premier vue d'œil. Vu qu'il y a tous les mécaniciens, tous les ingénieurs, tous les techniciens qui sont derrière, qui permettent à ce que le pilote soit le plus devant possible sur la grille. C'est un sport d'équipe. Par exemple, si les mécaniciens ils foirent le pit stop, c'est fini pour la course. Après cette conclusion, la vidéo est maintenant finie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications. Et je fais des vidéos tous les vendredis à 18h. Et sinon, à vendredi prochain à 18h. Ciao!